Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous prie de m'excuser pour cette arrivée un peu tardive. J'avais malheureusement d'autres obligations universitaires ce matin. Je ne vous dissimulerai pas le plaisir que j'ai de me trouver aujourd'hui parmi vous pour rappeler quels furent les apports essentiels de cette loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Chacun de ces mots a son importance: égalité des droits et des chances, participation, citoyenneté des personnes handicapées, et c'est ce que je m'efforcerai de faire ressortir dans mon propos. Alors, quel bilan peut-on tirer? Eh bien, d'entrée de jeu, et je pense que c'est un constat assez unanimement partagé, on voit bien que cette loi, elle a été porteuse d'espoir, des espoirs qui ont en partie été déçus, mais elle a aussi permis d'accomplir de réels progrès. Alors en fait, cette loi du 11 février 2005, elle est venue réformer en profondeur la loi fondatrice du 30 juin 1975. Il faut quand même bien voir qu'il a fallu attendre 1975 pour avoir vraiment une première loi dans ce domaine, ce qui était déjà quelque chose, un progrès, mais il a fallu attendre quand même 30 ans pour la réviser profondément, alors qu'elle présentait de nombreuses lacunes. On a toujours, je dirais, un temps de retard. Et d'ailleurs, cette loi du 11 février 2005, elle avait elle-même un temps de retard sur le texte qui était adopté l'année suivante, la Convention internationale des droits des personnes handicapées, qui allait beaucoup plus loin et qui comportait des avancées qui n'ont pas été intégrées par cette loi du 11 février 2005 qui l'a précédée donc d'une année. La loi vise à assurer la compensation des conséquences du handicap et elle vient aussi poser l'existence d'un revenu qui favorise une vie autonome et digne. Cette loi pose un ensemble de principes également d'accessibilité généralisée, dont on peut voir, là encore, qu'ils sont loin d'avoir connu une concrétisation. Enfin, la loi vient placer la personne handicapée au centre des dispositifs qui la concernent, afin d'en faire le véritable sujet actif et non plus un objet passif. Et à cet égard, l'évolution déjà terminologique, le passage de la notion d'handicapé à celle de personne handicapée est déjà un progrès tout à fait significatif. Vous savez, nous sommes à une époque où il y a du politiquement correct qui confine parfois à l'hypocrisie. Là, ce n'est pas le cas. L'évolution sémantique est porteuse d'un véritable sens. On ne perçoit plus la personne handicapée au travers de son handicap. Ce n'est plus un ou une handicapée. C'est une personne handicapée. On cesse de substantiver le handicap et c'est déjà en soi extrêmement révélateur de la philosophie qui sous-tend cette loi du 11 février 2005. Donc, cette loi, elle pose tout d'abord une nouvelle conception du handicap. Elle s'assigne 3 objets essentiels, nous l'avons dit: l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté. La loi du 11 février 2005 illustre la volonté des pouvoirs publics d'élaborer une norme juridique permettant de compenser concrètement, autant que faire se peut, les inégalités de conditions résultant d'une situation de handicap. Mais la loi du 11 février 2005 marque en outre au niveau juridique la consécration de l'idée selon laquelle le handicap résulte non tant de l'état physique de la personne que de l'inadaptation de son environnement. Ce changement de paradigme dans la conception même du handicap se traduit dans la définition qu'en donne la loi, puisque, au terme de son article 1er, qui est devenu l'article L114 du Code de l'action sociale et des familles, je cite, « constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » Cette définition, qui vient combler une véritable lacune de la loi de 1975, est novatrice à plusieurs égards. Tout d'abord, elle est la première définition juridique du handicap donnée par la loi. Ensuite,
elle se caractérise par la volonté de prendre en compte l'environnement de la personne afin de mieux apprécier le retentissement du handicap. Enfin, elle prend en compte le handicap dans toute sa diversité et reconnaît ainsi pour la première fois l'origine psychique du handicap. De plus, la loi instaure un véritable droit à compensation du handicap en disposant que, je cite, « toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». La loi tire une sorte de constat du fait que le handicap a trop souvent abouti à une marginalisation des personnes handicapées, marginalisation qui les a exclus du simple exercice des droits civiques qui pourtant semblent tomber sous le sens. Afin que ces principes ne restent pas lettre morte, la loi de 2005 fait également de l'État le garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire, et cela fait écho à ce que vient de dire monsieur dans son intervention, et nous pourrons y revenir si vous voulez après cette présentation, fait de l'État le garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'action. Procédant de l'idée essentielle que c'est désormais à l'environnement social de s'adapter aux besoins de la personne handicapée et non plus l'inverse, la loi du 11 février 2005 fait obligation au pouvoir public ainsi qu'à l'ensemble de la société de garantir les conditions de l'égalité des droits et des chances aux personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap et le registre des mesures à mettre en œuvre pour y parvenir. Ainsi en est-il de l'affirmation du principe de non-discrimination et de pleine inclusion dans la société au travers de la promotion de la scolarisation en milieu ordinaire, de l'égal accès à la formation, à l'emploi, à la protection sociale, au logement ou bien encore de la participation à la vie sociale grâce au respect des droits civiques. La personne handicapée doit pouvoir décider de ses modalités d'existence au travers de l'affirmation du libre choix de son projet de vie. La loi du 11 février 2005 entend garantir à tous l'égalité d'accès à l'école, à la formation, à l'emploi, à la protection sociale et au logement. À cet égard, elle dispose que, je la cite, « l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapés aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées. De façon plus globale, la loi doit veiller à ce que les personnes handicapées soient bel et bien des citoyens à part entière, participant pleinement à la vie de la cité. L'affirmation simultanée par la loi du 11 février 2005, dans son intitulé même des dimensions de participation et de citoyenneté des personnes handicapées, constitue à cet égard un apport essentiel. Le libre choix du projet de vie et l'affirmation du droit à la participation sont également des apports essentiels, car la loi du 11 février 2005 entend permettre à chaque personne handicapée, quelle que soit l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, de voir satisfaits ses besoins spécifiques afin de compenser les conséquences de son handicap par l'octroi de prestations en nature, aides humaines ou techniques ou financières, ou bien encore de services d'accompagnement à la vie en milieu ordinaire ou en établissement. La loi prévoit que les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée, tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle, par son représentant légal, lorsqu'elle ne peut exprimer son avis. Afin de permettre une compensation adaptée, il importe de prendre en considération, au-delà des seules limitations fonctionnelles, les aptitudes et les capacités des personnes, ainsi que leurs aspirations et celles de leur famille.
Afin de permettre une meilleure participation à la vie sociale tout au long de la vie, la loi de 2005 fixe pour objectif d'assurer une véritable intégration scolaire, de faciliter l'insertion professionnelle et de rendre le cadre de vie plus accessible. La loi de 2005 impose à l'Éducation nationale d'accueillir tous les enfants handicapés dans l'école la plus proche de leur domicile ou d'assurer, si nécessaire, leur scolarisation dans des établissements adaptés. Cette prise en charge doit être effective dès l'école maternelle et sans discontinuité, dans le but de permettre à chaque enfant de suivre un parcours de formation élaboré avec ses parents et valorisant au mieux ses capacités. L'insertion professionnelle en milieu ordinaire devant être facilitée, les entreprises doivent procéder aux aménagements nécessaires, notamment grâce à des aides financières publiques. Au niveau de l'emploi public, la loi vient instaurer une sanction pécuniaire en cas de violation de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés posée par la loi du 10 juillet 1987 et instaure un fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, FIPH, commun aux 3 fonctions publiques. Parallèlement, la loi de 2005 réaffirme l'utilité du travail en milieu protégé, tant pour les personnes qui ne peuvent travailler en milieu ordinaire qu'à l'égard des personnes pour lesquelles le travail en milieu protégé constitue un tremplin vers le milieu ordinaire, l'idée étant d'éviter toute notion d'enfermement en milieu protégé. La loi transforme les ateliers protégés en entreprises adaptées, mieux insérées dans le milieu du travail ordinaire et instaure des passerelles entre milieu ordinaire et milieu protégé afin de tenir compte des possibilités d'évolution de chacun. Afin de rendre effective l'obligation d'accessibilité à toute personne, quelle que soit la nature de son handicap, des espaces publics, des transports ou du cadre bâti, la loi du 11 février 2005 étend cette obligation aux établissements recevant du public déjà existants, ainsi qu'au cadre bâti existant lorsqu'il fait l'objet de travaux. De plus, un volet accessibilité doit obligatoirement être inscrit dans les plans de déplacements urbains, après consultation des associations représentatives des personnes handicapées. L'ensemble de ces dispositions est assorti d'incitations et, malheureusement, mais il faut parfois en passer par là, de sanctions. S'agissant de leurs ressources financières, les personnes handicapées doivent bénéficier de l'ensemble des revenus de droit commun. La garantie de ressources pour les personnes handicapées se compose de l'allocation aux adultes handicapés, AH, créée en 1975, et d'un complément de ressources. La loi de 2005 vient faciliter le cumul de l'AAH avec le revenu d'activité perçu par les personnes handicapées qui peuvent travailler. La loi pose aussi une nouvelle approche décentralisée de la prise en charge du handicap. Soucieuse de placer la personne handicapée au cœur des dispositifs qui la concernent, la loi du 11 février 2005 entend réunir l'ensemble des acteurs au sein d'instances rénovées afin tout à la fois d'opérer une simplification des démarches et d'améliorer l'efficacité. La nouvelle architecture des services compétents en matière de handicap repose sur une organisation désormais décentralisée relevant du conseil départemental. Le nouveau dispositif s'appuie sur la maison départementale des personnes handicapées, MDPH, qui abrite la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH. Chaque département est doté d'une maison des personnes handicapées qui constitue un guichet unique chargé de l'accueil et de l'information des personnes handicapées. La MDPH comporte une équipe pluridisciplinaire chargée de prendre en compte les aspirations de la personne, invitée à concevoir elle-même son projet de vie et de procéder à l'évaluation de ses aptitudes et de ses besoins afin de lui proposer un plan personnalité de compensation à partir duquel seront prises les décisions d'orientation et de financement dont la MDPH assurera le suivi de la mise en œuvre. Au sein de chaque maison départementale est créée, nous l'avons dit, une CDAPH, Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui est composée de représentants du département, des services de l'État, des organismes de protection sociale et des personnes qualifiées désignées par les associations. La CDAPH, qui comporte une section adulte et une section enfant, prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire et du plan de compensation proposé par cette dernière, les décisions de reconnaissance du handicap dont découle l'ouverture des droits. À l'égard des enfants, elle se prononce également sur la scolarisation et l'orientation professionnelle. Tout cela, c'est la lettre de la loi. Mais 20 ans plus tard, il faut bien constater que la loi du 11 février 2005 a posé un certain nombre d'obligations qui restent encore trop souvent conçues comme des obligations de moyens, lorsque la technique et le budget le permettent, et non comme des obligations de résultats
visant à améliorer la vie des citoyens. Il en résulte une inapplication et une insuffisance de certaines dispositions de la loi du 11 février 2005, ce qui a valu à la France un rapport très critique du Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées en 2021, puis un rappel à l'ordre du Comité européen des droits sociaux, considérant dans sa décision publiée le 17 avril 2023 que, je cite, « Le droit des personnes handicapées à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté a été violé en raison du fait que les autorités n'ont pas adopté de mesures efficaces dans un délai raisonnable pour remédier aux problèmes de longue date liés à l'accès inadéquat aux services de soutien, y compris le soutien financier, et à l'accès aux bâtiments et installations destinés au grand public, au logement et au transport public. » Fin de citation. Le constat de ces insuffisances, aggravé par le décalage qu'il y a entre la loi du 11 février 2005 et la Convention internationale des droits des personnes handicapées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006 et ratifiée par la France et donc entrée en vigueur dans notre pays le 20 mars 2010, eh bien ce constat ne doit pas faire oublier néanmoins l'apport essentiel qu'a constitué la loi du 11 février 2005, étape qu'il faut aujourd'hui dépasser sur la voie qui doit mener à une société véritablement inclusive. Je vous remercie.